Merci beaucoup Mustapha. Merci à toi déjà d'organiser ce genre d'événement. Il faut dire que c'est le deuxième du genre. Il y a quelques semaines maintenant, sous la houlette de CIREM. CIREM qui est le Sports International Relations and Events Management, dont tu es le PDG, qui est une organisation justement qui encourage, n'est-ce pas, ce genre d'activité au niveau international. Tu as commencé aussi avec le parasport, le mouvement paralympique au niveau africain, essayer de faire entendre cette voix, et notamment dans cette période difficile du Covid-19. Nous saluons vraiment cette initiative et nous espérons que pendant et après le Covid et pendant les Jeux et autres, que ce sera désormais un partenariat durable qui est installé et qu'on va pouvoir faire justement parler du parasport en Afrique et du parasport africain dans le monde, parce que ce genre de plateforme, ça nous manquait. On n'avait pas ce genre d'événementiel qui permet justement de mettre en avant la réalité et la vie du parasport en Afrique. Donc, merci à toi, merci à Cyril Sport. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les participants, les intervenants et aussi les invités. Je voudrais saluer notamment Gérard Vogo, qui est là, qui est du Cameroun et qui est l'un des participants, l'un des intervenants de ce groupe, qui est directeur technique national de la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Bonjour Gérard. Ton son, on n'a pas ton son. Clique ton son au niveau, active ton son en bas là, à gauche de l'écran, à gauche en bas. Voilà, je disais bonjour Étienne, bonjour à tous les participants. Je crois que je fais mienne tous les mots c'est-à-dire que le bien fondé de cette plateforme qui va certainement nous permettre de comprendre et de voir quelle sera la suite des événements après cette terrible pandémie qui nous menace. Merci. Nous avons comme deuxième intervenant présent, nous avons Nicolas David Corinne Diaye, qui est également un para-coach, lui qui est du Sénégal. Nicolas, bonjour et bienvenue. On ne t'entend pas très bien, parle un peu plus fort. Lui aussi, il a fermé son micro active est ton fermé. micro. Avant de parler, tu actives le micro et tu l'arrêtes quand tu termines ton intervention. Voilà, c'est bon. Nicolas, bonjour, bienvenue. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est bon. Voilà, merci donc à Étienne et à Moustapha. Alors moi, je suis Nicolas David Kouligaï, comme il a précisé, et je suis entraîneur donc d'athlétisme, mais en même temps, j'interviens dans le parasport. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le directeur technique national de Handisport Sénégal m'a demandé de venir donc participer à ce webinaire. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, David. Ben, je dois dire que sur nos intervenants, on n'a que vous deux qui êtes connectés parce qu'on a aussi, en plus de vous, on a un autre coach, Teddy Bofossa, de la RDC, qui malheureusement n'est pas encore connecté. On espère qu'il va nous rejoindre. Il y a également parmi les parathlètes Makoube Moussima Ernest, du Cameroun, qui n'est pas encore connecté, qui a dit qu'il y a eu des soucis techniques avec le cyber dans lequel il est, donc il est en train de changer de cyber. On a également Adou Hervé Hano de Côte d'Ivoire, para-athlète qui aussi apparemment a des difficultés de connexion. On a Youssouf Diop, le lanceur de javelot du Sénégal, qui aussi n'est pas encore connecté. On espère qu'il va arriver. Mais en attendant, quand même, nous apprécions la présence de Yannick Rostan Tchatchou, qui est également un paracoach au niveau du Cameroun, dans la Fédération camerounaise de sport pour déficients physiques, qui n'est pas un intervenant, bien sûr, au départ, mais qui, comme il est là, pourra de temps en temps prendre la parole. Bienvenue, Yannick. Nous avons également Claude Magli de Côte d'Ivoire, qui est le secrétaire général du Comité paralympique de Côte d'Ivoire, qui est en ligne, qui est également un participant. Nous avons Arlette Maoué, qui est du Cameroun, qui a une para-athlète aussi, qui est en ligne. Nous avons Joseph Tienpieu, para-athlète camerounais en ligne. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons commencer effectivement cette conférence. Je voudrais déjà vous, n'est-ce pas, situer le débat. Vous savez que le Covid, elle s'est déclenchée il y a quelques mois maintenant, notamment, donc plus précisément en décembre 2019,
côté de la Chine et qui s'est répandu à travers le monde, l'Europe d'abord, l'Afrique et puis le monde entier aujourd'hui. Et selon les chiffres de l'OMS, les chiffres du 20 août dernier, à ce jour, nous avons 22,3 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec 782 000 décès et 14,4 millions de personnes guéries. Donc voilà un peu au 20 août le bilan de cette terrible pandémie qui aujourd'hui nous réunit parce qu'elle a affecté sérieusement le sport et le parasport. On a dû reporter les Jeux de Tokyo pour l'année prochaine. Et justement, cet événement, il faut le dire, se déroule un an exactement avant le début de ces Jeux. Les Jeux qui, vous savez, se dérouleront du 24 au 5 septembre 2021 à Tokyo. Donc, CIREM, sous la houlette de Moussa Fassal, a donc décidé d'organiser justement cet événement un an justement avant les Jeux. Et également, ça coïncide avec le programme de l'IPC One Year to Go. One Year to Go également, un avant les Jeux que l'IPC lance dès aujourd'hui. Et vous êtes invité effectivement à y prendre part si vous avez le temps, qui va commencer aujourd'hui sur la plateforme de l'IPC. Il y aura également la campagne Wait for the Greats. Il y aura également le film paralympique de Netflix Rising Phoenix, qui sera diffusé le 26 août sur la plateforme, sur le site de l'IPC. Donc, voilà, chers amis, chers intervenants, nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les athlètes. Nos athlètes invités ne sont pas là, donc je vais faire avec ceux qui sont là. Nous avons deux athlètes sur la plateforme. Nous avons Arlette Maoué et nous avons Joseph Tchenche. Alors, je vais commencer peut-être l'honneur aux dames par Arlette. Alors, toi, en tant qu'athlète, Arlette, quel a été ton sentiment général? Quel est le sentiment général aujourd'hui qui t'anime par rapport justement à cette pandémie du Covid et l'impact que ça a sur ta carrière sportive, on va dire. Alors, quel est ton sentiment général par rapport à cela? Arlette, active ton micro, s'il te plaît. Oui, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, M. Songa Etienne, et merci de m'avoir passé la parole. C'est vrai que le COVID-19 n'a épargné personne, mais en ce qui me concerne, moi particulièrement, ça a été un choc parce que vu qu'une Paralympiade, c'est 4 ans et lorsqu'on passe 4 ans à s'entraîner, à préparer pour atteindre un objectif bien précis et qu'à la fin, on se trouve obligé de laisser tomber, je vais dire ainsi, faute de la nature. Quelque part, on se sent frustré, mais à qui en vouloir? Ce sont des choses qui arrivent et on n'y peut rien. Mais cela n'empêche, il faut aussi regarder le côté positif des choses, mieux se préparer, surtout pour nous qui sommes dans le continent africain, où les choses ne sont pas toujours faciles et évidentes. Donc, moi, j'ai plus ça du côté positif et ça me donne encore l'occasion de mieux me préparer pour pouvoir améliorer mes performances. C'est dans ce cas que moi, je me projette. D'accord, merci Arlette. On voit que tu le prends de façon très positive. Alors Joseph, est-ce que soit ton avis, c'est quoi ton sentiment général? Comment tu vis cette situation avec l'impact que ça a sur ta carrière sportive? Oui, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le SG. Moi, c'est Joseph Tchenche. Concernant l'impact de la COVID sur ma carrière sportive, je dirais qu'elle a vraiment ralenti et jusqu'ici, je ne parviens pas toujours à me relever, mais je ne perds pas espoir. Je reste positif, je suis optimiste. Je sais que c'est une pandémie qui a frappé le monde entier, connaît toutes les activités dans le monde entier. Toujours est-il, elle va passer et moi, à mon niveau, je reste optimiste. Je bosse psychologiquement et bref, je suis optimiste. Je peux dire ça. Okay. Merci pour cette intervention. Je pense à peu près le même sentiment avec Arlette, c'est-à-dire que c'est bien sûr difficile, c'est difficile à gérer, mais c'est bon, vous avez une bonne réaction, on sent que voilà, vous acceptez la situation. Mais je voudrais justement embrayer sur la question. Bon, peut-être je vais prendre le sentiment d'abord des coachs aussi, parce qu'ils sont également dans cette activité. Vous savez, le thème, c'est impact du COVID-19 sur la performance des parathlètes africains et soutien des entraîneurs.
Donc, le soutien des entraîneurs, bien sûr, ça dit le travail des entraîneurs est affecté. Alors, Gérard, quel est ton sentiment général par rapport à ça, par rapport à ton travail? Comment est-ce que ça influence les choses et tout? Oui, Étienne, merci de me redonner la parole. En fait, à l'arrivée de cette pandémie nous est un peu tombé sur la tête. Parce que, vous savez, le Cameroun était sur la route de la quête d'un meilleur ranking qui nous aurait permis de participer aux Jeux. Si cela était prévu, je crois que c'est même à cette période que les Jeux devaient avoir lieu. Malheureusement, tous les efforts qu'on avait déjà, comme Arlette le disait tout à l'heure, mis en place pour que cela arrive, tout cela est presque dans l'eau. Mais que pouvions-nous faire face à un problème de santé? Vous avez lu en début de votre propos le nombre de cas, le nombre de décédés. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne blague pas. Il a fallu se soumettre aux mesures que nos différents gouvernements ont mis en place. Et dans ces mesures-là, vous convenez avec moi que ça ne favorisait plus le travail technique comme nous avions l'habitude de le faire. Et ça fait qu'il y a eu de la frustration, il y a eu de l'incertitude parce que on ne savait plus qu'est-ce que demain nous réservait. Il y a eu beaucoup de questions de doute. Est-ce que ça aura encore lieu? Est-ce que nous nous sommes posé beaucoup de questions? Au point où, bon, comme nous voyons en ce moment, la situation commence à se desserrer, nous nous rendons compte qu'avec les calendriers qui sont remis à jour, avec les compétitions qui sont reprogrammées, les activités sportives qui démarrent dans d'autres continents, nous osons croire que ce desserrement qui montre la preuve que l'épidémie devient petit à petit sous contrôle, permettra à nouveau que nous menions nos activités, mais certainement d'une nouvelle façon. Je crois qu'au cours de ce débat, on va aborder cela. Je vous remercie. Merci Gérard pour cette première intervention. Je vais maintenant me tourner vers Nicolas. Nicolas, toi, tu as cette expérience parce que tu as en même temps un cours d'athlétisme et puis tu es dans le parasport. Alors, comment déjà ça a affecté ton travail vis-à-vis des athlètes à ton niveau? Parce que je pense que tu as des athlètes, des para-athlètes, mais on parle des para-athlètes. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que c'est géré à ton niveau? Voilà, merci. Alors, à mon niveau, effectivement, donc, tout le monde a été pris de court et nous avons été obligés de nous adapter parce que aussi, quand les autorités prennent des décisions, on n'a pas le choix, il faut les appliquer. Donc, quand le président a pris la décision d'arrêter les cours, donc, il a aussi pris la décision d'arrêter tout ce qui est regroupement. Donc, les stades ont été fermés. Alors, du coup, les gens ont été obligés de s'appeler au téléphone pour qu'on puisse trouver des parades pour que les athlètes continuent à s'entraîner. Parce qu'au départ, on avait pensé que ça allait peut-être prendre 2, 3, voire 4 mois et que ça allait passer. Et au bout du compte, les gens remarquent que ce n'est pas le cas et que ça continue. Alors, du coup, moi, ce que je fais, je soumets à mes athlètes un programme, je leur donne et à côté de leur habitat, il y a des personnes ressources qui les aident, donc qui les encadrent en fonction du programme qu'ils ont reçu. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent donc maintenir la forme. Maintenant, jusqu'à quand, Dieu seul sait. Alors, donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, au niveau des échanges, il n'y a que le téléphone. Voilà, on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas aller au stade. Donc, les athlètes sont obligés de rester chez eux. Alors, on se parle souvent au téléphone pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, etc. Donc, voilà la situation. Donc, du coup, moi, je fais comme tous les autres, puisque les athlètes n'habitent pas près de chez moi. Donc, je les mets en contact avec des gens qui habitent à côté de chez eux. Et c'est comme ça qu'ils continuent à travailler. D'accord, merci Nicolas pour cette intervention. On voit que tu as quand même pris, là, au niveau du Sénégal, vous avez pris certaines mesures pour essayer de pallier
ce problème. Claude, tu nous suis déjà? Claude, tu as le son? Il n'a toujours pas le son apparemment. Alors, justement, je reviens aux athlètes maintenant. Je vais poser la question à Arlette. Athlète, mais à Arlette, ça se ressemble assez. Donc, comment est-ce que, en tant qu'athlète, en tant que para-athlète, tu gères justement cette période sur le plan physique? C'est-à-dire, comment est-ce que tu te bats pour maintenir la forme, pour maintenir certaines formes physiques? Parce que bientôt, les choses vont reprendre, bientôt les entraînements vont reprendre, il faudra repartir à la compétition. Alors, comment, toi, au niveau, on va demander aux entraîneurs après, mais comment est-ce que toi, au niveau personnel, est-ce que tu as un travail personnel que tu fais pour maintenir la forme? Est-ce que tu sens vraiment que au niveau de ton aptitude physique, ça a baissé? Est-ce qu'il y a un travail avec le coach, comme Nicolas le disait, en ligne, au téléphone? Comment est-ce que tu fais pour justement maintenir la forme physique pendant cette période? Merci de me repasser la parole. Bien évidemment, je ne vais pas rester comme ça sans garder le corps toujours en forme. Pour cela, notre coach nous a donné un programme à suivre, un programme qui a été demandé par le comité paralympique et passant par la fédération. Donc, nous avons un programme que nous suivons. Et les séances se passent via Facebook, pas des vidéos, parce qu'il faut faire des corrections. Donc, on reste toujours dans le travail pour garder le corps en éveil, pour ne pas s'endormir. C'est vrai que c'est très difficile quand on a l'habitude de travailler en groupe et que subitement, du jour au lendemain, on se retrouve en train de travailler seul. Ce n'est pas évident, mais on prend sur soi parce qu'il faut garder le corps en éveil, comme j'ai tantôt dit. Donc, le travail, c'est 4 à 6 fois par semaine en fonction de la disponibilité de tout un chacun. Et jusqu'ici, tout se passe bien. On continue en avance en espérant que les choses vont se calmer. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien. On est dans le bain. Merci. D'accord. Donc tu sens, est-ce que tu sens quand même qu'avec ce travail, tu parviens à maintenir la forme physique? Est-ce que tu penses que c'est juste, comment dire, le maintien ou bien tu n'as pas, est-ce que tu penses avoir la pleine mesure de ton plein potentiel physique avec ce travail? Tu t'évaluerais à quoi? À combien pour cent? 50-60% de ton niveau optimal de forme physique? Je dirais 10%. En fait, c'est juste pour maintenir le corps en éveil, comme j'ai tantôt dit. Ça n'a rien à y voir avec ce que j'ai l'habitude de faire, complètement rien à y voir. Donc, c'est juste pour maintenir le corps en forme. Oui. Le travail est vraiment fait, puisqu'on n'a pas du matériel comparé peut-être à ceux qui sont à l'Occident. Généralement, on va couper certains athlètes qui ont des petits matériaux avec lesquels ils passent le temps à faire certains exercices. Nous, on se limite à faire quoi? Quelques exercices de pompe et abdos. Donc, c'est très insignifiant. Donc, moi, je dirais 10%. Voilà, Nicolas, je reviens à toi avant de passer la parole à Gérard, parce que Gérard souriait tout à l'heure quand Arlette parlait. Alors, est-ce que tu penses que c'est efficace? Est-ce que ces techniques, les méthodes que vous avez à travers le téléphone, ou comme elle disait ici au Cameroun, il y a des vidéos, est-ce que tu penses que ça permet de maintenir l'athlète à un niveau de niveau physique suffisant pour un athlète de haut niveau? Oui, en fait, actuellement, ce que nous faisons, c'est que nous sommes repartis sur de nouvelles bases. Parce que nous nous sommes dit que la saison étant terminée, il n'y a plus de compétition. La compétition a été reportée à l'année prochaine. Donc, nous avons encore 1 an de préparation. Alors, ce serait bien dommage que les athlètes soient en forme à ce moment-là, parce qu'au bout du compte, ils risquent de payer les pots cassés. Parce qu'on ne peut pas maintenir l'état de forme pendant 1 an. C'est compliqué. Donc, du coup, nous, ce que nous faisons, bon, j'ai entendu madame ou mademoiselle dire qu'elle est à 10%. Je ne pense pas que ce soit 10%. Parce que ce qui manque, c'est juste les engins que nous utilisons au niveau du terrain pour par exemple, si c'est des lanceurs. Tout ce qui manque, c'est donc aller au terrain et puis lancer son javelot, son disque ou voilà, son poids. Vous voyez, voilà, si c'est des coureurs,
qu'est-ce qui manque? C'est d'aller sur les pistes pour mettre les pointes et courir. Donc, c'est tout ce qui manque. Donc, ils font ce qu'on appelle le renforcement musculaire, n'est-ce pas? Ils font de la coordination, ils font tous les autres exercices. Parce que n'oubliez pas, nous avons donc les 5 capacités physiques que nous développons. Nous avons l'endurance, nous avons la vitesse, la souplesse, la coordination et la force. Vous voyez? Voilà, donc tout ce qui est technique vitesse, donc ça colle avec les aspects techniques. Si c'est des lanceurs, c'est de toucher à l'engin. Si c'est des coureurs, c'est de courir. Si c'est des sauteurs, c'est donc de sauter. Donc, c'est cet aspect-là seulement qui manque. Vous voyez? Donc, normalement, tous les autres aspects sont en train d'être travaillés. Mais comme moi, je l'ai dit, à mon niveau en tout cas, ce que j'ai fait une reprise à 0 pour éviter de mettre les athlètes en forme très tôt. Et à la fin de la saison, là où on les attend, ils vont commencer à flancher parce que l'état de forme est difficile à maintenir au-delà de 3 à 4 mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce qui fait que moi, j'ai repris une préparation à 0 pour pouvoir donc faire mon petit bonhomme de chemin avec mes athlètes. D'accord, merci, merci Nicolas. Je vais passer à Joseph. Joseph, tu es athlète aussi, tu es athlète, alors tu es para-athlète. Arlette a dit qu'elle a 10% parce que le travail qui est fait ne lui semble pas suffisant par rapport à ce qui devrait être fait parce que ce qu'elle fait en général en temps normal, c'est beaucoup plus solide. Donc, du coup, avec ce qu'elle fait, elle dit c'est juste un exercice de maintien de forme. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu suis un programme similaire que ta fédération te donne? Et comment est-ce que tu sens l'effectivité ou bien le résultat de ce travail? Tu te situerais toi à combien de pourcents? Merci, Monsieur Loël, de me repasser la parole. Je dirais simplement, j'essaie de m'ajuster au programme dont le cours nous a soumis. Mais à évaluer ça à un taux, je ne pourrais pas jusqu'ici dire 10%, 20%, 30%, parce que c'est un peu évident. Parce que c'est limité. Hier, quand nous étions en période de non-Covid, on avait une programmation de, je dirais, de lundi, mercredi, vendredi et samedi. Donc, c'était chargé. Et non seulement le lundi, on faisait de la vraie muscule, pas ce que nous faisons à la maison actuellement, où on se limite seulement à quelques 10, 20 pompes, quelques abdos. Donc, à comparer ça avec ce qu'on faisait hier, je dirais qu'on a extrêmement baissé en termes de pourcentage et de performance. Donc, la COVID a vraiment eu de l'impact négatif sur moi en tant qu'athlète. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je suis optimiste et je sais que la COVID va passer et je veux rentrer dans le travail. Mais toujours est-il, c'est négatif. Donc, c'est un peu évident. 20 pommes, 50 abdos. On essaie seulement de maintenir le corps en éveil pour qu'on ne dise pas que l'athlète est resté loisif et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ce que je dirais pour le moment encore. Merci beaucoup, Serge. D'accord, merci Joseph. C'est à peu près, tu rejoins un peu l'avis d'Arlette. Alors, Gérard, toi, donne ton avis aussi de technicien, d'encadreur sportif. Est-ce que tu penses est-ce que déjà au niveau de ta fédération, puisqu'il y a au niveau de Cameroun, une des instructions qui a été donnée par le comité national paralympique, c'est-à-dire de justement faire des programmes de préparation, de maintien en forme des athlètes. Alors, est-ce que vous avez suivi un tel programme au niveau de ta fédération? Mais aussi, comment tu évalues, n'est-ce pas, l'efficacité de ces programmes? Parce qu'on a les athlètes, là, ce n'est pas la fédération, c'est vrai, mais on a des athlètes qui estiment que ce n'est pas assez, ce n'est pas bon. En fait, c'est juste le maintien. Toi, quelle est ta vision et qu'est-ce qui est fait à ton niveau de ta fédération, de ta direction technique nationale et comment tu juges l'efficacité de ce travail? Oui, Étienne, c'est que la situation du Covid est une situation inédite et puis vraiment très difficile. Parce que
quelque chose auquel on ne s'attendait pas nous est tombé dessus. Ça fait que la façon qu'on avait l'habitude de travailler, on est obligé de changer les paradigmes. Comme les athlètes l'ont dit, on n'avait pas le choix que de maintenir l'éveil physique. Parce que vous voyez, le parasport, les para-athlètes sont spéciaux. Leur encadrement requiert un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas mises en place forcément valides. Il faudrait que, par exemple, chez nous, les déficients visuels, l'athlète doit être accompagné par son guide. Et la place de l'entraîneur est très importante dans le processus d'entraînement. On peut bien envoyer des programmes par vidéo. Parfois, même ces vidéos, ils ne réalisent pas comme est-ce qu'on a demandé. Résultat, donc, on se limite, comme le coach a dit, à leur donner des exercices pour garder la forme. Parce que, j'ai évoqué ça tout à l'heure, le souci aussi, c'est l'incertitude des lendemains. On va où? Le coach sait avec moi que quand on établit un programme d'entraînement, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Si donc on va s'entraîner avec des lourdes charges, je vais expliquer ça comme ça, c'est pour aller où? Comme on n'avait pas de calendrier, la seule chose à faire en ce moment-là était seulement de demander aux gars de rester en éveil. Et l'autre chose, si vous vous entraînez, il faut bien que vous vous évaluez quelque part. Or, tout est fermé. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas faire un test, vous ne pouvez pas faire une compétition. Quand j'ai souri, quand Alec parlait, c'est parce qu'elle ne peut évaluer ces 10% que dans une compétition, comparé à ces 100% qu'elle a souvent. Or, elle n'a pas eu cette occasion-là de le faire. Bon, c'est pour ça que nous, c'est le maintien de la forme. On a justement au niveau de la fédération, en relation également avec le comité paralympique, dressé un programme et qui demandait aux athlètes de maintenir leur forme, la reprise étant bientôt, certainement. Il ne faudrait pas qu'on reprenne vraiment à zéro, mais qu'on reprenne peut-être à 10% comme les athlètes. Ça a été difficile au départ parce qu'il fallait se confiner. On a d'abord demandé aux enfants de se confiner. Mais au fur et à mesure, si on devait rester confiné pendant longtemps, il fallait aussi ça veut dire qu'il faudrait beaucoup de temps pour regagner ne serait-ce que la petite forme qu'on avait à la fin à l'arrivée de ce Covid. Je dis que c'est le cœur meurtri que cette période-là est arrivée. Vous vous rappelez, l'équipe du Cameroun s'apprêtait à aller à Dubaï pour aller compétir à la quête des minima. C'est la veille ou l'avant-veille qu'on nous dit que les frontières sont fermées. Imaginez le désarroi et des entraîneurs et des athlètes. Et surtout cette incertitude-là, je reviens toujours dessus. Donc, ce qu'on fait, parce qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect psychologique. Les enfants ayant été désabusés par cette pandémie, il faut les garder up-to-date, ne serait-ce qu'au niveau psychologique, en leur disant que garder espoir, travailler, et c'est à ça que c'est l'exercice physique aussi, pour maintenir votre forme, pour garder votre équilibre psychique. Donc voilà un peu comment est-ce que nous, on a essayé à l'instant, parce que nous voyons un peu comment les choses se desserrent petit à petit. On ajoute d'autres choses, mais le programme vraiment en tant que tel de préparation pour les jeux, ça n'a pas encore commencé parce que Arlette a dit également, il faut que les infrastructures qu'on remette à notre disposition les infrastructures. Ce n'est pas dans ton salon ou dans ta petite cour là. Elle, s'il faudrait qu'elle projette l'engin, il ne faudrait pas qu'il y ait des dégâts chez les voisins ou bien même dans sa cour. Il faut un espace où elle doit s'exprimer. Donc, l'entraînement, c'est le coach, c'est l'athlète, c'est le caractère, l'environnement, c'est la santé. Et vous voyez, ça a touché la santé, ça a touché l'environnement. Les éléments qui sont essentiels,
c'est un peu difficile qu'on aille à 100% dans la préparation. Donc, on ne se limite, pour me résumer, qu'à garder la forme pour l'instant, en pensant revisiter nos plannings et nos programmations. D'accord, merci Gérard, merci, c'est très instructif. Alors, tu as évoqué la question, justement, cet aspect psychologique. Je pense que c'est important. On a suivi les athlètes tout à l'heure. Les deux ont vraiment martelé sur le fait que c'était très difficile à gérer sur le plan psychologique, d'assumer tout cela, parce que pour certains, peut-être, ils sont professionnels dans le sport, certains ne font que le sport, d'autres ont des activités parallèles, peut-être ils travaillent, peut-être ils ont des petites activités, ou bien certains sont étudiants, mais pour beaucoup, le sport, c'est non seulement une activité de socialisation, de bien-être, parce que quand ils pratiquent le sport, c'est le bien-être, c'est la socialisation. Mais pour beaucoup, c'est aussi une source de revenus. Gérard, tu as dit qu'il était pour on sait que quand ils voyagent, il y a des prix, il y a des cela. Donc, du coup, il y a des revenus qui sont attendus de tout cela et ça n'arrive plus. Alors, sur le plan psychologique, est-ce que, Nicolas, tu sens quand même qu'avec tes parents, il y a un travail à faire sur le plan psychologique? Est-ce que il y a quelque chose qui est fait? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est fait? Je ne pense pas qu'il doit y avoir des préparateurs psychologiques, mais au moins le coach aussi, c'est le premier psychologue de l'athlète. Est-ce que, avant de revenir à Gérard, est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement psychologique qui est fait auprès des athlètes au Sénégal? Oui, merci. Effectivement, cet accompagnement psychologique existe. Parce que tout à l'heure, j'ai rappelé que nous avons 5 facteurs physiques à développer. Je les rappelle, c'est l'endurance, la vitesse, la force, la souplesse et la coordination. Il y a un 6e facteur, c'est le facteur mental. Vous voyez? Alors, donc ce facteur mental, effectivement, c'est vrai que beaucoup d'encadreurs oublient de l'utiliser. Ou bien c'est par méconnaissance, ou bien peut-être qu'ils ne savent pas que c'est important. Le facteur mental est présent du début à la fin du processus d'entraînement. Ça, donc, tous les jours, la psychologie intervient. Parce que même lors d'une séance d'entraînement, vous pouvez voir un athlète qui a des difficultés, par exemple, pour lancer loin, ou bien courir correctement, ou sauter correctement. Donc, il y a un blocage du moment qu'il faut tout de suite régler. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dis que l'aspect psychologique est présent du début à la fin du processus. Donc, il faut en prendre compte. Et effectivement, le fait d'appeler les athlètes, le fait de les mettre en rapport avec d'autres encadreurs qui sont proches de chez eux, déjà, ça leur permet effectivement de se libérer, de savoir qu'il y a une situation qui est présente, il faut l'intégrer et donc faire avec. Comme le disaient nos chefs d'État, il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc, c'est pareil. Nous, en tant qu'encadreurs, nous devons aussi apprendre à vivre avec cette situation. Et nous avons cette possibilité de nous adapter, de nous réadapter. Vous voyez? Alors, je reviens un peu à ce que disait mon collègue. Par rapport aux tests, c'est vrai que nous avons peut-être l'habitude de faire des tests et de mesurer la performance. Mais n'oublions pas, nous avons 5 facteurs physiques de performance. Donc, nous pouvons bel et bien évaluer ces 5 facteurs physiques de performance. Je donne un exemple simple. Vous demandez à votre athlète de faire des appuis avant. Vous voyez, il le fait pendant un cycle. À vous de déterminer la durée du cycle. Vous lui demandez de faire, par exemple, pendant 3 semaines, des exercices pour travailler donc les bras. Au bout du cycle, vous lui demandez de faire un test sur les appuis avant. Au début, vous allez faire donc les tests. Il va compter le nombre d'appuis avant qu'il va réaliser. À la fin du processus, vous refaites le même test et vous regardez si il a fait plus d'appuis avant à la fin qu'au début ou inversement. Donc, c'est des aptitudes que nous devons aussi évaluer après chaque cycle. Nous travaillons par cycle. Donc, après chaque cycle, nous devons évaluer ces capacités de performance-là. Donc, n'attendons pas uniquement d'aller au terrain pour mesurer le lancer, mesurer la course ou mesurer le saut de nos athlètes. Donc, prenons l'habitude de mesurer toutes les capacités physiques au début et à la fin de chaque cycle d'entraînement. Vous voyez? Voilà. Donc, je reviens encore une fois pour dire que l'aspect psychologique
est très important et cet aspect psychologique est présent du début à la fin du processus. Alors, moi, ce que je fais, un exemple pour le volet psychologique, j'utilise ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Vous voyez? Donc, avec l'imagerie mentale, les athlètes donc, parviennent à répéter le geste dans leur tête. Donc, ils répètent les lancers, ils répètent la course, ils répètent le saut. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent aider l'athlète à pouvoir donc faire correctement son travail. Mais si nous disons qu'il y a une situation qui est là, qui nous bloque, nous risquons de ne pas aller loin. Le programme, on le met en place. On sait que c'est dans 1 an que les Jeux paralympiques sont prévus. Donc, mettons en place notre planning pour l'année. Travaillons avec nos cycles que nous mettons en place. Maintenant, il arrivera un moment où les autorités vont nous dire que la pandémie, c'est fini. Maintenant, on revient à la norme. Ou bien, on va nous dire que d'ici les Jeux paralympiques de l'année prochaine, on ne pourra pas éradiquer cette pandémie. Donc, en ce moment, les gens pourront s'adapter. Donc, actuellement, tout ce que nous pouvons faire, c'est procéder par adaptation et réadaptation. Merci. D'accord, merci beaucoup Nicolas pour cette intervention. Alors, on va rester sur le plan psychologique. Alors au niveau du Cameroun, il y a Yannick qui est revenu. Yannick, on va te prendre comme ça au vol. On a disparu un moment, on ne sait pas où tu es parti, peut-être danser, mais là, nous, on travaille. Et donc, on est en train d'aborder l'aspect psychologique du Covid. On a vu les aspects physiques, l'impact que ça a eu et que ça a sur la préparation, l'état physique des athlètes par rapport à la reprise de la compétition. On a vu que c'était pratiquement nul, l'état physique. Mais on parle maintenant de l'état psychologique. Alors, forcément, les athlètes qui sont sur le panel, sur la plateforme, ont dit que ça a été un choc sur le plan psychologique. Alors, est-ce qu'au niveau de la fédération, au niveau de ton programme, les athlètes que tu suis, est-ce que tu as un programme d'accompagnement psychologique de ces athlètes-là par rapport à cette situation? Oui, exactement. C'est-à-dire que là, c'est Yannick là. Toi, tu as déjà répondu. Je m'adresse à Yannick. Yannick. Ah, d'accord. Oui, on t'écoute. Non, on n'a pas ton son. On n'a pas ton son. On n'a pas ton son, Yannick. Le temps que tu vas avec ton son, on repart chez Gérard. Alors, Gérard, je te renvoie cette question. Est-ce que au niveau de ta fédération, avec les athlètes, avec les coachs, est-ce que vous avez mis en place un programme d'accompagnement psychologique pour permettre aux athlètes justement de tenir bon pendant cette période difficile? Oui, Étienne, un programme a bel et bien été mis en place à cette occasion. Je dois dire que notre présence, que ce soit le staff administratif ou technique auprès des athlètes, notre présence est, comment je vais dire ça, nous sommes présents à côté de nos athlètes par téléphone, parfois même on a des visites, bien évidemment dans le respect, le strict respect des mesures de distanciation et des mesures barrières contre le Covid-19. Il y a également que le comité paralympique soutient également avec le don de matériel barrière. Je vois les masques, je vois les cache-nez, je vois les gels les gels hydroalcooliques. Tout ceci fait que ça rassure les enfants, ça les rassure. Et puis, l'autre côté, parce que c'est un problème de motivation, par rapport à ce que je disais tout à l'heure là concernant la suite, concernant l'avenir, concernant la peur du futur, on leur dit de rester zen, de continuer à travailler. Donc, c'est ce travail psychologique-là que les athlètes, que la fédération tout entière mène pour que ceux qui sont nos athlètes, nos meilleurs athlètes, pour qu'on ne perde pas complètement la motivation qu'ils avaient avant que cette maladie n'arrive. Ah. Ton micro ne passe pas.
Pardon, j'avais désactivé mon micro pour répondre à un appel. Alors, merci vraiment pour cet aperçu que nous a donné Gérard, parce que effectivement, ça nous permet de savoir un peu ce qui est fait au Cameroun et dans ta fédération. Nicolas nous a donné un bon aperçu tout à l'heure de ce qui est fait au niveau du Sénégal. Alors, Yannick, si ton micro est déjà bon, teste ton micro, ça va, tu parles un peu. Donc, tu as désactivé, voilà, vas-y. Non, on ne te suit pas. Non, on ne te suit pas. Je ne sais pas, tu as testé ton micro, on ne te suit pas. Teste ton micro. Teste ton micro. Sinon, tu prends des écouteurs et le micro parce que apparemment le main libre, ça ne donne pas, on ne te suit pas, Yannick. On va revenir à toi tout à l'heure. Alors, là, je vais donc revenir aux athlètes eux-mêmes. Vous avez suivi ce qui a été dit, il y a des efforts qui sont faits. Déjà, vous allez nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises à votre niveau, pas à votre niveau, mais par vos encadreurs sur le plan psychologique. Est-ce qu'il y a des appels réguliers? Est-ce qu'il y a des conversations de groupe? Et comment est-ce que vous sentez l'impact de cet apport justement pour vous revigorer un peu sur le plan psychologique? Je commence par toi, Arlette. Merci encore de me repasser la parole. S'il y a un soutien, je vais dire non, mais le dialogue y est. On est constamment en train d'échanger avec le coach. Il nous encourage et puis il nous dit de ne pas baisser les bras, que ça fait partie des étapes de la vie. Donc, à ce qui concerne le coach, non, il nous encourage. Moi, personnellement, il m'encourage et il me motive, vu qu'on travaille constamment ensemble lorsqu'on fait nos séances d'entraînement. Donc, c'est un peu lui qui me motive. Et avec mes coéquipiers, c'est un peu le désespoir. Chacun va dans tout son sens dans le cas où ça va nous mener. Est-ce que ça va finir un jour? Pourquoi il n'y a pas un suivi? Pourquoi il n'y a pas un suivi sur le plan psychologique? Est-ce qu'on se pose la question de savoir comment les athlètes font? On se sent un peu quelque part abandonné. Bon, le coach qui est avec nous, il nous soutient, mais entre nous, ça ne donne pas. Donc, on le fait par passion. Sinon, on continue même à s'entraîner. Si on continue à faire cette petite séance-là, c'est par passion. C'est un peu... Merci, Arlette. Mais là, ce n'est pas très rassurant pour vous, les encadreurs. Ce n'est pas très rassurant pour les comités nationaux paralympiques Cameroun, parce que là, voilà une athlète, une para-athlète qui est des figures phares du paralympisme camerounais qui se plaint de ne pas avoir suffisamment de soutien de la part de... Bon, moi, j'interviens en tant que secrétaire général, je suis mon directeur, mais c'est quand même, ça montre une faille, peut-être dans le suivi et dans l'encadrement qui est dû aux athlètes dans cette période ici. C'est vrai que ça a marqué aussi les esprits des encadreurs que nous sommes, des managers, mais je pense que la responsabilité des administrateurs, malheureusement, il y a Claude qui n'est toujours pas audible, sinon il nous aurait dit ce qui est fait au niveau de l'administration en Côte d'Ivoire. Mais donc, c'est quelque chose. Joseph, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'Arlette a dit? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu partages son point de vue? Ok, merci encore. Bon, disons, sur le plan motivation psychologique, je dirais abandon total venant de l'entraîneur. Jusqu'ici, depuis là, je n'ai jamais reçu d'appel venant de lui, genre, pour me booster, me dire ceci. Bon, personnellement, je m'auto-motive moi-même. Donc, je sais que la COVID-19, certes, c'est une pandémie qui a paralysé le monde. C'est une pandémie qui a freiné toutes les activités, que ce soit sportives, politiques ou bien économiques. Mais, à mon niveau, je sais qu'elle va passer. Sachant qu'elle va passer, je me booste le moral personnellement. Donc, j'essaie de m'adapter, d'accepter. Donc, j'essaie d'être gagnant à cette Covid-là. Je dis demain sera meilleur. Voilà pourquoi j'essaie à mon niveau de toujours rester dans l'éveil physique et même psychologique. Parce que la Covid finira par passer. Tout au moins, peut-être on va devoir vivre avec, comme disait un des encadreurs tout à l'heure. Si on doit devoir vivre avec, je vais seulement devoir m'adapter. Donc, à mon niveau, encadrement psychologique venant d'un encadreur, je n'en ai pas reçu, mais personnellement, je m'automotive, je travaille,
j'ai de l'espoir que demain sera meilleur. Donc, merci. Merci, Joseph. On a le même son de cloche hein, qui vient de la part de Joseph du Cameroun. Ça aurait été bien si on avait l'athlète du Sénégal et des autres pays pour savoir un peu ce qui est fait, comment est-ce qu'ils sentent ça. Il y a Yannick qui est reparti. Il aurait dû nous dire, parce que je pense que c'est ton coach, Joseph. J'espère qu'il n'a pas fui par rapport à la. Non, mon coach, il s'est senti interpellé, il n'est pas parti. Mais non, oui, de toutes les façons, voilà, il est en train de revenir. Je pense que c'est une question importante. Je pense que Nicolas l'a dit et il a cité en sixième point après les 5 points importants de l'encadrement, mais je pense que ce sixième-là, moi, je dirais qu'il couronne le tout. Parce qu'en sport, notamment en sport individuel, le mental est au moins 50%. Si vous avez toutes les aptitudes physiques et vous n'avez pas un bon état mental, vous ne pouvez rien faire. Parce que quand vous êtes en sport collectif, bon, vous pouvez gérer à l'intérieur des autres, vous pouvez vous cacher, mais en sport individuel, Nicolas, c'est un coach d'athlétisme, Gérard, c'est un coach d'athlétisme, Yannick aussi. Donc, c'est essentiellement des sports individuels. Donc, l'aspect mental, c'est important. Comment expliquer, comment concevoir qu'un coach n'encadre pas, ne suit pas psychologiquement son athlète dans cette période difficile, alors que justement, le mental, c'est important. Yannick, si tu nous suis déjà, si tu es avec nous, est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? Est-ce que c'est bon? Tu me parles? Non, je t'écoute. Vous me suivez? Voilà, c'est bon, on te suit déjà, c'est bon. Alors, je voudrais que tu réagisses là-dessus par rapport à l'encadrement, l'accompagnement psychologique qui est normalement dû aux athlètes en toute période, mais notamment pendant cette période ici du COVID-19. Les athlètes ici, heureusement, peut-être malheureusement, on a des athlètes camerounais. Je pense qu'il y a Joseph qui est là, qui est peut-être, je ne sais pas si c'est ton athlète, mais en tout cas, c'est la même fédération. Il se plaint du fait que l'accompagnement psychologique n'a pas été tout à fait présent, n'est pas présent. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un programme qui a été mis en place par la fédération ou par toi, même par rapport à tes athlètes? Et si oui, comment tu évalues l'efficacité? Bon, merci de me passer la parole. En ce qui me concerne, je vais d'abord préciser que je travaille avec les sauteurs en longueur. Et lorsque la pandémie a commencé, début mars, nous étions dans un programme de préparation. Ce qui fait qu'on était obligé de mettre un terme à ce programme de préparation et il fallait maintenant s'organiser pour pouvoir suivre les athlètes à distance. Ce qui était un peu difficile au début parce que, dites-vous bien, ce n'était plus comme à l'accoutumée. Nous avons écrit des programmes que nous avons envoyés à des athlètes. Donc, on les suivait un peu à distance, quoi. Mais c'était toujours difficile parce que, vous savez, quand tu écris un programme, le programme, c'est pour l'entraîneur. C'est lui qui peut savoir, mais l'enfant, il ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Quand tu vas donner le nom d'un exercice, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on était obligé de faire des petites vidéos. Nous étions obligés de faire des petites vidéos qu'on les envoyait par WhatsApp. Ils étaient obligés de reproduire ces mêmes exercices-là et on précisait le nombre de répétitions et tout ce qui allait avec. Et sur le plan psychologique, le suivi ne peut plus être le même parce qu'il se fait à distance. Ça ne peut plus être le suivi comme si ça se faisait en présentiel. Et les enfants vont s'entraîner sur le plan psychologique aussi. Et il n'y a pas de... Je vais dire quoi? Il n'y a pas de compétition. Vous me suivez? Oui, on te suit, on te suit. Donc, l'enfant s'entraîne à domicile, il n'y a pas de compétition. Vous ne pouvez pas vous rassembler pour voir comment évaluer l'athlète, ce qui fait que ça devient un peu difficile. Et sur le plan motivationnel, la motivation de l'athlète diminue parce qu'il se dit, il travaille, il n'y a pas de compétition, il va pouvoir s'évaluer pour voir si son niveau avance ou si ça n'avance pas. Donc, on essaie de les galvaniser en disant que non, après pandémie, on va travailler, il y aura des compétitions, vous aurez l'occasion de vous évaluer. Dieu merci, tout récemment, je crois que c'est vous qui m'avez fait un mail où vous m'avez parlé d'une compétition virtuelle en République tchèque. J'ai répercuté l'information auprès des athlètes, ce qui fait que sur le plan psychologique, c'est déjà ça. Ils se disent OK, on va participer à une compétition, même si elle est virtuelle, on va le faire ici, on va envoyer les vidéos, ils pourront apparaître dans un classement. Ça veut dire que c'est un élément motivationnel qui agit déjà sur le plan psychologique pour leur permettre de continuer l'activité. Donc, si au niveau local, on avait ce genre d'initiative, ça pouvait maintenir l'athlète dans un bon état psychologique. Quoi. Donc, voilà un peu, on se bat tant bien que mal à maintenir l'athlète sur un état de motivation qui lui permet de continuer l'activité.
Voilà. Merci, merci beaucoup Yannick, c'est une très bonne intervention parce qu'effectivement, tu as relevé le fait que la difficulté qu'il y a justement, moi c'est parce que c'est ça, c'est l'un des aspects du thème de ce jour, c'est-à-dire que euh, comment est-ce que, quel est l'impact justement du Covid sur votre travail, le soutien des athlètes, des entraîneurs aux parathlètes, parce que c'est ça, parce que là tu relèves le fait que vous faites bien des programmes, que vous envoyez aux athlètes de façon individualisée, mais comme c'est des aspects techniques, vous n'êtes pas en présentiel, c'est difficile d'implémenter ça de façon exacte. Donc voilà justement un élément que tu soulèves qui justement a suscité cette webconférence. C'est comment est-ce que ça difficulte votre travail et votre soutien réel auprès des athlètes. Je vais revenir à Gérard par rapport à cette question précise, c'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est fait à votre niveau, il faut appeler, parce qu'en même temps, c'est un coût. Yannick, justement, c'est un coût. Il faut appeler les athlètes. Est-ce que vous avez un budget pour ça, pour maintenir l'athlète? Parce que Arlette se plaignait, il y a l'abandon, mais elle oublie que l'athlète, le coach, il doit appeler avec son propre crédit. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il a reçu une subvention au niveau de la fédération ou du comité pour pouvoir suivre les athlètes? Il faut appeler tout le temps, il faut faire des vidéos WhatsApp et autres. Ce n'est pas facile. Donc, voilà. Donc, je reviens à Gérard. Je vois Ernest Makoubé qui est en train de se connecter. Je pense qu'il sera probablement avec nous dans un instant. Mais je continue avec Gérard. Gérard, alors, sur la difficulté justement que ce Covid-19 vous pose en termes d'effectivité du travail, du suivi sur les athlètes, comment toi tu évalues cette difficulté par rapport au soutien que vous devez procurer aux athlètes, aux para-athlètes? Ton micro n'est pas branché. Hein? Voilà. Je disais que c'est une situation, justement, comme tout le monde parle là, il faut seulement s'adapter. Et en temps normal, d'ailleurs, le parasport n'est pas déjà l'enfant choyé, même par les États de la République, je dois vous dire. Je vais un peu faire un parallèle en disant que dans notre pays, quand on envoie qu'on offre des dons à certains groupes sociaux et qu'on oublie le côté des sportifs, bon, ça nous désole. Vous voyez, quel est le soutien, quel est l'apport, quel est l'appui que les institutions gouvernementales donnent à ces sportifs, encore plus aux parasportifs. Là est toute la question. Parce que le problème que vous relevez a toute sa place. Nous gérions les séances d'entraînement en présentiel. Le coût se limitait peut-être au déplacement. Maintenant, il faut avoir la connexion Internet, par exemple, à chaque moment pour faire des vidéos. Il faut même bien être outillé pour avoir les outils informatiques qu'il faut, que ce soit chez les athlètes que chez les encadreurs. L'arrivée du Covid-19, quand je lis, j'essaie un peu de faire l'énumération, ce n'est pas que je ne vois pas où on peut trouver les avantages. Ça, nous n'avons que des inconvénients. Parce qu'on est pris en présentiel avec nos athlètes qui nécessitent une assistance. On n'a pas trop de moyens pour, de façon correcte, de suivre, de façon idéale, de suivre nos enfants quand bien même on envoie les programmes. Donc, le suivi au jour le jour devient problématique parce que, bon, l'enfant va te dire, j'ai fait, comme vous avez dit, coach. Mais c'est quand le coach est là qu'il peut dire, corrige tel élément. Donc, la présence du coach est très importante. Nous, c'est une situation vraiment qui nous désole. Une situation, bon, on essaie encore de trouver les moyens pour voir comment est-ce qu'on va s'adapter. D'où l'institution de ce forum, par exemple, où je pense que l'expérience des uns pourra peut-être faire que l'Afrique lève la tête
aux échéances qui arrivent. D'accord, merci. Bon, je vais revenir à Nicolas. Nicolas, Gérard a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit qu'il ne voit pas il voit rien de positif dans le Covid. On abordera tout à l'heure justement la question de l'impact du Covid par rapport aux prochaines performances de l'Afrique, par rapport à ces Jeux paralympiques, par rapport au processus de qualification. La conférence que nous avons eue il y a quelques semaines, justement, qui parlait de ces aspects, on abordait les avantages et les inconvénients du Covid. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a des avantages quand même? Est-ce que c'est tout noir, c'est tout noir, c'est tout négatif? Ou est-ce que le tableau, il y a quand même un peu de quelque chose de positif pour l'Afrique, pour le paralympisme africain par rapport à ce Covid-19? Alors, merci encore, Étienne. Alors, moi, je vois qu'il y a toujours du positif. Et en fait, en tant qu'encadreur, nous devons de dire à nos sportifs qu'il faut rester positif. Parce que dès que vous rentrez dans une spirale négative, vous y restez et après, ça va créer des doutes. Et la conséquence, c'est que les athlètes ne seront plus performants à terme. Vous voyez? Donc, il faut qu'on fasse très attention, nous, encadreurs. La chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tendance à parler de présentiel. C'est bien que l'entraîneur soit présent physiquement pour que l'athlète puisse le voir. Mais nous occultons une partie importante aussi dans le processus de l'entraînement. C'est le développement personnel. Le sportif aussi doit jouer sa partition. En présence ou non de l'encadreur, l'athlète doit pouvoir aussi s'entraîner tout seul. Donc, nous devons, dans notre processus d'entraînement, intégrer cet aspect du développement personnel, où nous ne serons pas tout le temps présents au terrain. De ce fait, les athlètes seront que le coach soit là ou pas, moi, j'ai mon programme, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je le ferai. Vous voyez? Donc, je pense qu'à notre niveau, il faut insister sur cet aspect du développement personnel, encore une fois. Donc, de laisser parfois l'athlète prendre des initiatives. Et ça, c'est très important. Malheureusement, nous ne le faisons pas dans la plupart des cas. Et nous sommes toujours présents. De ce fait, dès qu'il y a l'absence du coach, l'athlète se sent en insécurité. Parce que pour lui, il pense qu'il faut que le coach soit présent physiquement pour qu'il soit donc galvanisé. Non. Ça, il faudrait qu'on sorte ça de nos têtes, une bonne fois pour toutes. La présence du coach n'est pas toujours nécessaire. Ça, je répète encore une fois, la présence du coach n'est pas toujours nécessaire. Mettons en avant le développement personnel. Laissons les athlètes aussi parfois seuls prendre des initiatives et se jauger eux-mêmes. Parce que l'aspect psychologique est d'abord intrinsèque. L'athlète doit d'abord se motiver. L'entraîneur n'est là que pour l'aider à aboutir à un résultat positif. Mais si l'athlète, lui, est dans une spirale négative, ben, ça ne marchera pas. Si l'athlète commence à se dire que je ne vois que du noir, pour moi, on ne sait pas s'il y aura les Paralympiques ou pas, donc déjà, il commence à se poser des questions. Or, tout athlète qui commence à se poser des questions, cela veut dire que le blocage est déjà là. Donc, c'est l'athlète qui crée le blocage lui-même. Donc, le rôle de l'encadreur que nous sommes, c'est effectivement d'éviter que l'athlète rentre dans cette spirale négative-là. Nous devons donc libérer l'athlète, lui faire comprendre que nous partons du principe que les Jeux paralympiques auront lieu. Donc, on s'entraîne pour. Même pour les compétitions virtuelles dont le collègue a parlé, c'est déjà une bonne chose. Même si vous n'avez pas d'autres éléments ou d'autres para-athlètes qui vont faire la compétition virtuelle, vous pouvez, vous, dans votre pays, créer cela, créer les conditions. Je parlais tantôt de l'imagerie mentale. Vous dites à vos athlètes, soit en présence de l'encadreur ou bien par leurs propres moyens, que les athlètes assis à la maison
en fermant les yeux, ils essayent d'imiter leur lancer, leur saut ou leur course. Vous voyez? Et à partir de cette image-là, ils pourront se tester. Parce qu'ils peuvent lancer en ayant les yeux fermés. Ils lancent par exemple, ou bien ils courent ou ils sautent. Et après, ils mesurent visuellement, ils visualisent donc le saut, le lancer et donc la course. Donc, ils visualisent le chrono, ils visualisent le point de chute, vous voyez, de l'engin ou le point de chute de l'athlète. Et ils peuvent eux-mêmes mesurer donc la distance. Donc, ça, c'est des techniques qu'on doit pouvoir utiliser pour aider nos athlètes sur le plan psychologique. Et donc, le faire encore une fois comprendre qu'il faut éviter de rester dans le négatif. Restons positifs. Mettons-nous à tête que les Paralympiques auront lieu, donc on se prépare pour. Si on a l'opportunité d'avoir des compétitions virtuelles avec d'autres athlètes africains ou européens ou américains ou asiatiques, tant mieux. Si on ne l'a pas, faisons-le avec nos athlètes que nous avons à la maison. Merci. Et je remets la clé à qui? Il y a justement l'encadrement. L'encadrement, tu as bien relevé. Les coachs sont des encadreurs, mais les athlètes, c'est d'abord leur carrière, dont les athlètes doivent se prendre en charge aussi. Mais il est vrai qu'ils font partie de la formation. C'est-à-dire que ce que tu as dit, il faut d'abord les former. Une fois qu'ils sont formés, ils apprennent à aller tout seuls. Donc, il faut d'abord les pousser. Donc, effectivement, ça remet au bout du jour peut-être la nécessité de mettre des programmes d'accompagnement, de préparation d'accompagnement et d'évaluation psychologique des athlètes dans nos comités paralympiques. Je pense que c'est important. Le Covid doit nous permettre d'avancer. Et donc, il faudrait peut-être envisager désormais dans la préparation des athlètes de faire un vrai travail psychologique de préparation et d'accompagnement des athlètes. Ça leur permet, ils sont des athlètes de haut niveau, ils peuvent se gérer tout seuls. Alors, nous accueillons deux nouveaux participants, deux nouveaux intervenants. Il y a Oscar qui est là. J'espère qu'il nous suit. Il y a également Paulin, je pense qu'il est reparti. Je ne sais pas ce qui se passe avec sa vidéo. Mais il y a, si tu nous suis, Oscar, dis quelque chose. Active ton micro et tu dis quelque chose pour qu'on confirme que tu es là. Allô? Active ton micro, active ton micro. Active ton micro. Paulin, toi, tu as ton micro activé. Tu nous suis, Paulin? Étienne, je voulais réagir un peu par rapport au propos du coach Nicolas. Oui, je voudrais attendre un instant parce qu'il nous reste, on a encore 20 minutes avant cette session. Donc, on ne va pas beaucoup tirer. Donc, les interventions doivent être. Et puis, on a deux intervenants qui étaient prévus au départ qui arrivent. Donc, ce serait bien qu'ils disent quelque chose aussi. Donc, en attendant qu'ils se mettent, Paulin, tu nous suis. Si tu te suis, tu dis quelque chose. Oscar aussi. En attendant, vas-y, Ira, mais sois bref. Oui, c'était pour dire qu'il y a une certaine forme de travail qui peut marcher avec les athlètes Bali, mais avec les para-athlètes, il faut peut-être avoir une reconsidération des principes d'entraînement comme cela se fait, comme on connaît partout. Parce que le parasport dans nos pays africains, vraiment, c'est pas facile d'entrer dans ce domaine-là. L'enfant, les athlètes subissent beaucoup de pression au niveau social, au niveau financier, au niveau. Ça fait qu'à un moment donné, c'est vrai, comme nous sommes dans un cas particulier de pandémie, on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. On ne peut pas demander aux enfants et aux entraîneurs de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il y a aussi que c'est quand même la performance de haut niveau qu'on est en train de préparer. C'est pas quand nous allons dans les compétitions, là, c'est pour se frotter aux meilleurs du monde. Donc, à un moment donné, il faut suivre certaines choses de près pour qu'elles soient bien faites. Donc, c'est ce que je voulais un peu, la réaction que je voulais apporter par rapport à ça.
je voudrais quand même agir là, Étienne. D'accord, excusez-moi, j'oublie toujours de remettre le micro. Donc, peut-être, Nicolas, comme il coach aussi les valides, peut-être qu'il mélange un peu parce que le suivi pour des parents athlètes, c'est différent parce que c'est des gens qui ont déjà, du fait de leur handicap, des problèmes d'ordre psychologique, déjà en temps normal. Et maintenant, il faut déjà qu'ils se mettent à jour sur le plan psychologique, sur le plan personnel, mais maintenant aussi qu'ils se mentalisent sur le plan sportif. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça, effectivement. C'est pour ça que, justement, on parlait de. Il faudrait qu'on réfléchisse déjà sur justement toutes les directions ou des départements psychologiques. C'est très important pour les parents. Alors, Paulin, est-ce que tu nous suis? Oscar, vous nous suivez? Active ton son au bas de l'écran à gauche. À gauche, il y a le son du micro. Tu cliques dessus. Si vous voulez parler, cliquez sur le son à gauche en bas. À gauche en bas, il y a muet et vous cliquez dessus. Bon, en attendant qu'il se connecte, on va continuer. On va maintenant aborder cette dernière partie de la Étienne, je voudrais dire quelque chose. Oui, oui, vas-y en 30 Je secondes. voudrais quand même dire quelque chose là. Oui. Bonjour. Oui, vas-y. Allô, bonjour. Allô? Oui? Allô? On te fait pas. Bonjour. Ça grésille. Bon, on va te suivre après. Alors, on va aborder dans cette dernière ligne droite maintenant la route de Tokyo. Alors, que faire? On a vu ce que le Covid appelle l'impact sur les entraînements, sur le soutien. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir quand même un pan sur la compétition à venir? Très prochainement, l'IPC va relancer les activités. La classification va reprendre. On sait qu'en Afrique, on a des gros problèmes de classification. Il faut non seulement trouver les moyens pour voyager, mais on a des athlètes qui ont de la capacité, mais il faut les classifier. Alors, sûrement, dans vos différents pays, au Cameroun, au Sénégal, pour vous les coachs, vous avez des athlètes qui ont peut-être besoin encore de classification. Alors, il faudra déjà relever le défi de la classification effective de ces athlètes et puis qu'ils soient préparés. Alors, au regard de ce qui va nous rester au niveau du parcours du circuit de qualification, j'espère, chers coachs et DTN, que vous avez pris connaissance de la mise à jour du parcours de qualification et des Jeux de Tokyo. Alors, quel est le regard que vous portez sur cette mise à jour, c'est-à-dire sur la route de Tokyo, ce qui reste à faire en termes de compétitions qui vont être mises sur le plateau et les défis que vous aurez à prendre par ces compétitions, à classifier vos athlètes, à les qualifier. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible? Comment vous voyez ça? Déjà, il y a l'état de forme qui n'est pas au top en ce moment. Il y a l'état psychologique qui n'est pas au top. Il y a les compétitions qui arrivent. Alors, comment chacun en 2 minutes, vraiment on va se chronométrer en 2 minutes, essayez de nous dire comment est-ce que vous envisagez justement les Tokyo par rapport aux prochaines qualifications. Et Nicolas d'abord. 2 minutes. Allô? Oui, oui, oui. Donc, c'est à moi? Allô? Allô? Oui, oui, c'est à toi. Tu me suis? Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, je pense que pour les classifications, effectivement, donc, chaque fédération paralympique a effectivement des nouvelles règles. Donc, je pense que chaque administrateur au niveau de nos fédérations, donc les administrateurs vont faire le travail et vont ensuite répercuter l'information au niveau de la direction technique et les techniciens vont donc intégrer cette nouvelle donne-là. Vous voyez. Donc, de ce fait, notre travail s'arrête en fait au terrain, c'est-à-dire donc c'est la préparation athlétique des athlètes, mais la partie administrative est réservée soit au secrétaire général ou bien au directeur administratif. Alors, donc, nous, à chaque fois que nous devons voyager, nous tenons compte effectivement de ces paramètres-là. Nous faisons en sorte que les athlètes soient donc classifiés, qu'ils fassent leur visite médicale ici. Les documents sont envoyés à l'IPC et nous attendons donc le retour pour que nous puissions déplacer les athlètes. Alors, s'il se trouve que les athlètes ne sont pas programmés pour la classification, ils ne sont pas déplacés parce que nous avons eu un précédent. Une année, nous avons été invités au Maroc, arrivés sur place.
donc beaucoup d'athlètes n'ont pas pu compétir. Alors, donc, on a finalement demandé à ce qu'ils compétissent en hors concours. Donc, ils l'ont fait, mais les performances n'ont pas été prises en compte. Vous voyez. Voilà. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est plus le travail des administratifs, voilà, qui est plus ciblé. Alors, ce qu'il faut aussi voir aussi, c'est qu'on a beaucoup de difficultés, effectivement, surtout au Sénégal, hein, avec la classification. Souvent, les gens sont hors délai. Alors, moi, je suis tout le temps obligé d'appeler le directeur technique pour lui demander d'appeler les administratifs pour que le travail puisse effectivement se faire correctement. Parce que ce n'est pas intéressant que les athlètes travaillent et le jour de la compétition, qu'on te dise que tu n'es pas classifié. Vous voyez, donc effectivement, ça peut poser problème au niveau de la compétition. Merci. Donc, il faudrait que les fédérations, effectivement, prennent les devants, Nicolas, que les administratifs, oui. Oui, tu es au-delà de ton temps là déjà. Je vais te couper. J'avais donné Parfait. 2 minutes par 3 là. Merci. Alors, je passe à Gérard. Gérard, comment tu entrevois la suite? Les compétitions vont commencer bientôt. Par rapport à toutes les difficultés qu'on a, comment tu vois la suite et les chances de qualification de tes athlètes à Tokyo? Voilà, ce qu'il faut dire, Étienne, c'est que la Fédération des sports pour déficients visuels du Cameroun, au niveau de la direction technique, on a déjà un échantillon d'athlètes qui étaient dans le pipe. C'est ces athlètes-là qui sont suivis dans le pipe, c'est-à-dire, je pourrais dire, sur la route de Tokyo. La majorité d'entre eux sont quand même classifiés. Mais on a notre lanceuse là qui faudrait encore prendre des mesures à temps parce que le plus souvent, c'est comme Nicolas dit là, quand les mesures, et vous connaissez le système de l'IPC, quand les mesures ne sont pas prises à temps, vous arrivez dans la compétition, on ne vous prend pas en compte et l'enfant aura voyagé pour rien. Mais comme quand même, c'est des chances réelles de qualification, quoique avec le CNPC, la fédération va se battre pour que qu'on participe au moins à certaines compétitions qui permettent la classification, parce que là, c'est d'abord le premier problème. Bien évidemment, le problème du ranking va également apparaître. On ne va pas prendre. C'est pour cela que dans notre... Permets-moi de réorienter. Permets-moi de te resituer. Est-ce que, et là c'est bien, mais comment est-ce que tu pourrais évaluer la chance de tes athlètes à post-Covid, c'est-à-dire la sortie? Est-ce que tu penses qu'ils auront des chances de pouvoir... Il y a eu un parasite, je n'ai pas bien suivi ta question. Est-ce qu'il y aura, tu penses qu'après le Covid, quand il y aura la reprise, les athlètes avec ce qui s'est passé, la méforme physique, pourront être prêts pour les échéances qualificatives? Voilà, c'est par là que je voulais chuter en disant que reste maintenant que les entraînements proprement dit commencent. Parce que, sauf si on nous dit que non, tout reste virtuel maintenant, parce qu'il faudra commencer dans les entraînements de façon effective. Il faudrait que les stades se réouvrent. Il faudrait qu'on ait accès aux installations. Il faudrait que les moyens suivent. Parce que maintenant, nous l'avons tous dit pendant ce débat, la donne a changé. Il faut se réadapter. Il faut changer les moyens. Tout ce qui était avant ne le sera plus après le Covid. Donc, et puis, mettre en place ces protocoles-là pour que nous puissions travailler. C'est ce que je disais tout à l'heure quand il parlait des tests. C'est-à-dire que c'est après les premières évaluations qu'on pourra savoir que... Et puis, nous observons ce que les autres font ailleurs. Nous pourrons savoir que nous sommes à leur niveau ou pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons ce qui se passe chez les autres et puis nous aussi, nous nous préparons et vivement qu'on déconfine une fois pour toutes pour que nous commencions les entraînements en présentiel avec l'accès dans les différentes installations. D'accord, merci Gérard. Alors, je vais parler à Paulin. Paulin, est-ce que tu nous suis? Si oui, active ton micro et tu parles. Active ton micro au bas de l'écran à gauche. Au bas de l'écran à gauche, active le micro. À gauche, il y a
un onglet là, c'est écrit muet. Tu cliques dessus, parle un peu, on voit si on te... Tu peux parler. Oscar, essaie de parler aussi. Vas-y, Paulin. On ne te suit pas là, on ne te suit pas. Oscar, tu peux parler? Tu as désactivé ton micro. Tu as désactivé ton micro, Oscar. Essaye de parler. Oui, on te suit, mais ce n'est pas très bon, Oscar. Ça va, ça vient. Paulin, on ne te suit pas du tout. Bon, ben, écoutez, là, on est à moins de la fin. J'aurais voulu que Paulin et Oscar disent quelque chose parce qu'ils étaient quand même les intervenants principaux à cette conférence. Malheureusement, les problèmes techniques ont fait qu'ils n'ont pas pu se connecter à temps ni correctement. Ils sont là, mais c'est pas dommage. Tu veux dire quelque chose? Parle. Il n'a pas le micro connecté. Alors, je reviens aux Arlettes. Je reviens à Arlette et à Joseph. Vous avez chacun vraiment une minute. Comment vous envisagez la suite avec la reprise des emplois? Est-ce que vous pensez que vous êtes Arlette d'abord? Oui, je n'ai pas suivi Je demande en une minute, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes ambitions par rapport à Tokyo avec la reprise annoncée des activités sportives et des compétitions? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est quoi ton rêve? Les sont beaucoup motivés. Nous sommes beaucoup motivés. Donc, on a le travail. La preuve, non, dans le travail, on sait que les objectifs à atteindre parce que c'est d'abord quelque chose qui nous tient à cœur. Avec non, la motivation. Donc, moi, je suis motivé parce que c'est quelque chose que j'ai quand même pas les choses stables. En ce qui concerne l'ouverture des salles, l'ouverture des lancers. Sinon, pour moi, ça va. Moi, D'accord, merci. C'est vrai que le son n'est pas très bon. Je pense que nous allons mettre un terme à cette conférence. Merci à tous d'avoir participé parce que nous sommes déjà pris par le temps. Merci à ceux qui n'étaient pas invités au départ et qui nous ont beaucoup aidés. Merci Yannick pour ton intervention. Merci Claude d'avoir été là. Tu n'as pas pu parler avec problème de son. Merci à Joseph d'avoir pris part à cette conférence. Merci Arlette, merci beaucoup. Tu as été la seule femme qui a mis un peu de lumière dans cette conférence. Merci Gérard, merci à tous. Et avant de repasser la parole à Mustapha, mais je lui dis encore merci, je dis encore merci à Sirem pour cette initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on pourra continuer à débattre, à échanger sur les questions du parasport en Afrique. C'est dommage pour Oscar, Makoubé et pour l'un, je ne sais pas, il y a des problèmes techniques. Je pense que pour la prochaine fois, on essaiera de faire des tests avant, parce que là, vraiment, on a eu certains qui n'ont pas pu se connecter. Merci, Mustapha, et je te repasse la parole. Merci, Étienne, et merci à tout le monde, aux participants et aux intervenants. Et voilà, je me réjouis de, comment dirais-je, de pertinence de ce débat aujourd'hui. Et tant bien qu'il y a eu des questions ou bien même des situations comment dirais-je, un peu précaires par rapport au Covid-19, mais ce qu'on peut retenir en gros, c'est ce que Nicolas a dit. Hein. C'est pourquoi pas même nous en tant qu'Africains, en tant que des coachs et des athlètes, et même ceux qui gèrent même le côté administratif. Et pourquoi pas organiser des jeux en ligne? Pourquoi pas attendre aux autres de l'organiser?
Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on a eu des problèmes au début, des problèmes de connexion. Il y a certains qui n'ont pas eu des problèmes de connexion. Il ne faut pas le voir au niveau négatif. Il faut le positivité parce que c'est une première. C'est une première. Donc, nous, on a fait aujourd'hui, on a franchi un pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, dès demain, il ne faut pas laisser que ça se refroidisse, mais dès demain, qu'on a tous les numéros de chacun ici, ben, qu'on commence à parler sur le groupe de WhatsApp et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins, nous, on prend les choses en main. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de ce COVID-19, c'est à nous, en tant qu'acteurs sportifs, ben, de faire de sorte que tout le gap qu'il y avait dans le système, en commençant par les administrateurs, les athlètes, les coachs, et de faire, comment dirais-je, de faire disparaître ce gap. Mais comment on le fait? Mais on le fait ensemble. Et donc, je vous remercie encore une fois de plus et j'espère que nous tous, on a appris aujourd'hui et que d'ici demain ou après-demain, on va rester en contact et on va aller encore sur d'autres activités, sur d'autres webinaires, sur d'autres thématiques, parce que c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est de rester ensemble et d'être soudés. Donc, merci encore une fois de plus à notre très cher modérateur Étienne Songa, donc de l'effort malgré les difficultés de connexion et tout ça. Donc, merci encore une fois de plus à vous tous et on se revoit d'ici 1 heure de temps pour la session en anglais avec Lionel Fischer. Allez, merci beaucoup. Bye.